Bonjour pour ce premier épisode de Le revers de la médaille, qui aura pour but en fait d'essayer d'éclaircir des zones peut-être d'ombre ou pas d'ombre avec des sportifs de haut niveau sur leur carrière sportive, parce qu'on ne connaît pas toujours le chemin de croix que peut être une carrière de sportif de haut niveau. Voilà, donc là, quelle belle occasion que de commencer par Enoch Effa. Merci, en tout cas, j'ai l'honneur de pouvoir faire cette première série, ce premier épisode. Je suis honoré. Parfait. Donc, il y a une petite dizaine de questions qui Mhm. vont permettre crescendo de comprendre ton parcours et les éventuels obstacles rencontrés et les joies, tout. Enfin, on va essayer de vraiment avoir le panel le plus large de tes émotions à travers ton parcours de sportif de haut niveau. Let's go! Ok. Est-ce que tu peux, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, énoncer assez rapidement quel est ton palmarès? En savate boxe française, des combats qu'on a comptés en élite, pour pas dire pro, donc c'est élite, c'est 50 combats, 47 victoires, dont 41 par KO. Invaincu en fait de 2004 jusqu'à ce que j'arrête ma carrière. Et interdisciplinaire, vu que je suis allé combattre dans d'autres disciplines, pour m'apercevoir qu'en fait j'étais très bien avec les valeurs de la savate boxe française, même si j'ai gagné dans ces autres disciplines. Et les titres? Triple champion du monde, double champion d'Europe, 7 fois champion de France. Ça va. Ouais. Ok, alors, bon, parcours un peu exceptionnel de sportif. Est-ce que par hasard, il y aurait un petit héritage familial, une pratique sportive intense dans la famille, des gènes, je ne sais pas, ou alors au contraire, le premier, le pionnier, quoi. Moi, je viens d'un pays où être gros, c'est juste une aubaine, c'est signe d'être bien en forme, voilà, d'être en vie. Donc, du coup, le sport, en fait, les gens traversaient pas le désert ou prenaient pas l'avion pour que tu viennes faire du sport. Tes enfants devaient naître et puis bosser, avoir un bon boulot. Donc, l'héritage, en tout cas, il n'est pas du tout génétique, ni, à part si on considère qu'être aventurier comme mes parents l'ont été pour que j'ai la chance de vivre en France, soit un sport. Moi, je le considère parce que je pense qu'il faut se réapproprier le mot sport. Mais sinon, non. À part mon père qui était bagarreur, il a une, hein, Tony, je te fais un. Voilà. Tony Montana, moi si tu me cherches, même si tu me tapes, je reviens. Ça, c'est mon père, ça. Et ma mère, c'était une femme de caractère. Mais voilà, au-delà de ça, il n'y avait pas de sportif dans la famille. Ils ne l'ont pas illustré au niveau sportif, mais peut-être il y a effectivement une source à chercher dans la volonté en fait de dépassement, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est le message que je passe tous les jours, c'est que le mot sport, on doit se le réapproprier. C'est-à-dire que le sport, c'est pas les muscles, c'est pas les abdos, c'est un caractère. Et je pense que la France, comme le Ghana, nous sommes des pays de sportifs à partir du moment où on sait être ambitieux, on a de la volonté, on sait braver l'inconnu, parce que venir dans un pays, tu connais pas la langue ni le climat. Le premier des chocs des personnes qui atterrissent dans un autre pays, en général, il est climatique, hein. Bah ça, c'est sportif. Quand un sportif se déplace partout, en général, il doit s'adapter aux conditions horaires, il doit être loin de sa famille, il doit atteindre des objectifs, prendre des décisions dans un terrain hostile, c'est sportif. Et quand on prend le parcours de beaucoup de nos parents, ou de ceux qui ont constitué la France, hein, bah, ça a été ça aussi. Ça a été sportif, mais sans forcément être sur le jeu, des terrains de jeu ou des rings sportifs. Parfait. Alors du coup, il y a pas eu d'exemplarité, on va dire, sportivement parlant, si on se cantonne vraiment à la définition du sport. Mhm. Euh, donc, hormis le sport scolaire, comment toi, tu as commencé à pratiquer du sport, sûrement à titre loisir au départ? Dans quelle discipline? Comment ça s'est produit, etc. En fait, l'accès au sport était particulièrement réservé à celles et ceux qui pouvaient s'offrir une pratique. Et puis après, on avait des pratiques accessibles, comme le foot, ou sinon, on avait les centres d'initiation sportive, le CIS, que je remercie amplement, parce que on a beau se plaindre, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance d'être en France, en Île-de-France, et d'avoir accès à pas mal de sports. J'ai fait du badminton, j'ai gagné des tournois en badminton, en ping-pong, Ah bon? en volleyball, à des niveaux comme ça. J'ai Mhm. encore un trophée de volleyball derrière, de ping-pong aussi. Donc du coup, j'ai eu la chance de pratiquer différentes disciplines. J'ai pu pratiquer du tennis parce qu'il y avait des programmes d'initiation au tennis. Mais je cassais les raquettes. Parce que, voilà, j'étais peut-être, et je suis toujours mauvais perdant. Ah, dans ce sens-là, je pensais en mode brutasse, quoi.
Ah oui, non, 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 Ah non, 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 je ouais, cassais la raquette et puis des fois aussi je tapais bien Hmm, comme il fallait, mais c'était parce que j'avais frappé par terre. ok. Mais bon, ça s'est passé, ça reste entre nous. Mais sinon, j'ai pas pratiqué d'autres sports que le foot. Euh, Quand ma mère s'est donné les moyens, parce qu'elle les avait pas, mais elle s'est donné les moyens. Et quand j'ai vu qu'elle s'est donné les moyens, ça a été très très rapide. J'ai pu être surclassé très vite être sur le point de rentrer en centre de formation. Ok. Alors du coup, bah, peut-être une carrière qui était tracée dans le foot, mais là, on voit que tes titres, ils sont en boxe française essentiellement, en savate. Bah, comment s'est passée cette passerelle en fait du foot à ta discipline qui est maintenant est ta discipline phare? Mm. Bah, écoutez, en fait, c'est très simple. Écoute, hein. J'arrive dans le foot, je sais que ma mère se saigne pour que je puisse pratiquer cette discipline, ce sport. Hein, même si ça se roule par terre, et ça, c'est quand même un sport. Non, je taquine. Et 2 ans, 3 ans après, donc après avoir été détecté, après avoir eu l'honneur de serrer la main de Jacques Chirac à la finale Auxerre-Nîmes qui avait lieu au Parc des Princes, il n'y avait pas Facebook, mais toute la communauté, tout le monde savait que j'avais serré la main de Jacques Chirac, j'avais la coupe en brosse, c'était le petit là, qui essayait de ressembler à Will Smith, mais avec la tête un peu plus large, c'était moi. Et puis ma mère décède en fait, bah, je crois que c'était la même année, Auxerre-Nîmes, ou quelques mois après. Et du coup, bah, le foot, c'était relié à ma mère. J'ai essayé, mais j'avais plus du tout la motivation. Donc, je suis allé à la boxe parce que, en boxe française, donc j'avais le choix entre la savate boxe française et la boxe anglaise. Mais si j'allais quelque part, c'était soit pour m'inscrire dans la légende, ou soit rien faire, quoi. Et en boxe anglaise, faire plus que Mohamed Ali, c'était compliqué. Et je vous dis ça en toute humilité, hein, quand je dis inscrire dans la légende, c'est se donner vraiment à 100%. Et je m'étais donné un laps de temps court, c'était 5 ans pour devenir champion du monde et surtout me refaire une situation sociale, c'est-à-dire retourner en cours, avoir un boulot, parce que j'avais tout abandonné. Et du coup, bah, j'ai choisi la salle de boxe française après être passé par différentes disciplines, parce qu'il y avait un art, il y avait le côté éducatif, il y avait le côté aussi éducation, parce que j'avais accès à l'INSEP. Donc du coup, j'ai choisi la savate boxe française. Et il y avait une histoire à écrire. Et puis ce sport fait partie de notre patrimoine. Et pour quelqu'un comme moi qui s'est souvent posé les questions sur son identité, parce que oui, je viens d'ici, je viens de là-bas, ça m'a permis juste de me remettre d'équerre, de redécouvrir des régions de France, enfin de redécouvrir, de sortir ne serait-ce que des quartiers dans lesquels j'habitais, pour aller ne serait-ce qu'au centre-ville et découvrir des villes comme Trèbes, Carcassonne, Montélimar, goûter du nougat. C'était juste génial et de me réconcilier avec mon pays dans lequel je suis né et pas m'inventer des histoires, quoi. Voilà. Ok, ben c'est top ça. Et du coup, on est plein, hein. Enfin, moi le premier à avoir fait plein de sports loisirs avec des beaux objectifs et tout qui se sont jamais réalisés. Comment toi, t'es passé de cette pratique loisir à la phase semi-professionnelle, parce que la boxe française, ça reste quand même que du semi-professionnel, Mm. même s'il y a des aides municipales ou autres. Comment t'es passé de cette phase loisir à cette phase élite, en fait? Quel a été le déclic ou comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement? En fait, il y a une mentalité française qui consiste à faire les choses en ayant un peu une timidité vis-à-vis des notions d'argent, en fait, du sport, parce qu'on aime ça. Et je pense que moi, ça m'a rendu service, parce que ce sport, en fait, la question que je me posais, c'est comment devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, il fallait passer par les étapes qui étaient être le meilleur. Du coup, quand je commençais à regarder ce qui se passait à droite à gauche dans les champions de boxe traditionnels, parce que pour moi, je pratiquais une discipline quand même pour laquelle il fallait s'entraîner 2 à 3 fois par jour, je pouvais côtoyer des personnes qui faisaient de l'athlétisme ou côtoyer des gens du milieu du foot qui, eux, s'entraînaient de manière pro, mais qui nous regardaient avec respect. Ils disaient, mais purée, vous morflez pour pas une thune. Ah ouais, mais en fait, la plus grande des richesses, peut-être, c'est de se forger un destin après avoir changé son caractère et le fait d'être aussi, d'avoir eu la chance de grandir dans différents quartiers, parce que j'ai 25 déménagements à mon actif, c'est d'avoir vu aussi une fatalité des fois dans certains quartiers qui m'a qui m'a donné envie, moi, de me dire, bah, tiens, en fait, on n'est pas autant dans la merde que ça, et de l'illustrer par une discipline qui me permette de me dire, bah, tiens, je vais vraiment me révéler. Et je me rappelle des fois quand je disais, bon, bah, les gars, je vais dormir. Ça y est, là, il est 23 h, je vais dormir, demain, je vais me lever tôt. Ah, toi, tu te lèves avant midi? Ah, mais j'arrivais à me lever avant midi parce qu'il y avait la boxe qui me permettait d'atteindre un but qui était d'être meilleur. Mais c'est super abstrait. Et donc, du coup,
c'était clair que la volonté était là et de faire une première étape qui était champion du monde et rien d'autre. C'est-à-dire, moi, je me voyais avec le bras levé, même si la première étape, déjà, c'était de se lever avant midi au départ. Donc, c'est ça, ça a été de viser le fait d'être meilleur, de voir tout ce que ça pouvait impacter, même en soi et autour de soi, d'arrêter aussi certaines addictions et tout ça, parce que j'étais addict à des choses. Euh, je ne vais pas en faire la pub, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de mon parcours. Et de me dire, bah yes, en fait, là, je touche quelque chose qui me permet de me connecter à moi-même et d'impacter, donner de l'espoir autour de moi, même si ce n'était pas mon but premier. Ok, mais grande leçon. En tout cas, une leçon personnelle. Après, les gens tireront ce qu'ils veulent en tirer. Mhm. Mais on voit que justement, ça a eu un impact entier sur ta vie et pas que ta vie sportive. Mhm. Et donc, par rapport à ça, ton analyse maintenant, avec le recul, c'est quelles étaient ou quelle était ta force ou tes forces vis-à-vis des autres pratiquants de cette discipline pour arriver à être champion du monde. Et s'il y en avait des forces, comment tu as fait pour les sublimer? Alors, au départ, en fait, c'est que des points faibles qui se sont transformés en points améliorés et ensuite en points forts. Par exemple, au départ, il y avait une colère. Et quelqu'un qui pratique la boxe avec colère, il fait de la bagarre. Et mes premières défaites, mes 3 défaites que j'ai, en fait, ça a été dans les premières années de boxe. Parce qu'il y avait un soupçon de colère. J'avais perdu mon pilier, c'était ma mère. C'est vraiment, voilà, avec tout le respect que j'ai pour mon père. Aujourd'hui, on est réconciliés, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, c'était pas les mêmes rapports. Euh, et donc, du coup, la colère s'était transformée en fait en détermination. Non, en obstination au départ. Parce que j'étais obstiné, je m'étais pris des raclées. Après, ça s'est transformé en détermination. Et on a rajouté ça avec la constance de la volonté. Et petit à petit, en fait, on a réussi, en fait, à... Enfin, je dis on, j'ai réussi, en fait, à transformer ça en des qualités. Parce que pour être champion et le rester, c'était pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que d'un combat à un autre, quand tu gagnes, tu es obligé, en fait, de dire, tu as peut-être battu ton adversaire, mais il faut que tu battes aussi les autres entraîneurs qui sont en train d'essayer de mettre en place la stratégie pour te battre la fois d'après. Et ça, en fait, quand tu le transposes au quotidien, ça te transforme en Enoch qui essaie de s'appliquer pour être meilleur dans ses cours. Donc j'ai passé aussi mes diplômes comme ça. J'ai bossé aussi comme ça. Et du coup, bah, mes points forts, ça a été de me transformer, de me réinventer sans cesse. J'ai des amis qui ont réussi à supporter ça à travers les temps et de faire en sorte qu'aujourd'hui ce soit des amis frères. Et il y en a qui ne l'ont pas du tout supporté parce que ceux à qui hier je disais ah, mais c'est super, on est là, on représente, bah, le lendemain je leur disais bah, en fait on représente rien du tout parce qu'en fait le monde est plus vaste que ce qu'on voit. Ceux à qui je disais bah, être un bonhomme c'est vivre au jour le jour, et bah, le lendemain je leur disais bah, en fait finalement c'est construire et c'est bâtir. Ceux à qui je disais la veille, eh ben, si on a un truc, on va demander une subvention, bah, le lendemain, je leur disais, bah, maintenant, on va créer de la valeur, on va entreprendre. Donc, du coup, le fait de me réinventer, d'être agile, de comprendre que s'adapter, c'était une force, et de s'entraîner pour s'adapter, bah, je pense que ça a été ma plus grande force. Ok, parfait. Mais du coup, on va même sauter la question d'après qui était sur tes faiblesses, parce que tu as englobé ça dans ta réponse et c'est très bien. Euh, alors, on le sait bien, hein, la carrière de sportif de haut niveau, il y a des hauts, il y a des Mhm. bas, c'est un peu une espèce de montagne russe. Je pense que voilà, ils doivent être exceptionnels ceux qui n'ont eu que des succès. Mais on va quand même parler du succès en premier. Si tu devais te remémorer un moment de ta carrière sportive, c'est pas forcément la victoire, c'est pas forcément, mais quel est ce moment qui t'a apporté la plus grande joie? Hmm. Moment de carrière sportive qui m'a apporté ma plus grande joie. Ouais, honnêtement, allez, sans... Je pense que ça a été la finale en 2007. Organisation dans le 13e arrondissement, 2 semaines après la naissance de ma fille, qui porte le nom de ma mère, qui... En fait, ça permettait déjà de se couper des choses du passé, parce qu'il ne faut pas se trimballer tout le temps les casseroles du passé. Mhm. C'est c'est des casseroles. Mon Ah, père avait une très belle expression là-dessus qui m'a sorti quand j'étais adolescent, et je la sors régulièrement. On ne peut pas vivre avec un élastique dans le dos. ah oui, non mais carrément. Carrément, parce qu'à partir d'un moment, et je le dis à tout le monde, hein, et le prenez pas mal, mais des trucs gnangnang, genre mon père, ma mère est décédée, machin, bon, que ça te motive, oui, mais que ce soit ton carburant et tout ça, à partir d'un moment, il faut qu'il y ait un carburant intrinsèque qui soit plus fort que les choses qui tirent dans le passé. Et puis, si on voit ce qui se passe dans le monde, des gens qui ont des histoires comme ça, il y en a pléthore. Donc, ça m'a permis justement en 2007
de commencer en fait à couper avec le passé et de me mettre en chemin vers l'avenir. Parce que là, c'est la naissance d'un enfant, c'est un titre, c'est aussi s'émanciper aussi entre guillemets, de toute une organisation, parce que c'était quand même privé. C'était par rapport à un but qui était élevé. Donc ouais, mon meilleur souvenir, comme c'est quand on ramène ma fille, on fait une chaîne humaine et voilà. L'émotion est toujours palpable. Voilà. Alors justement, cette émotion, elle est toujours palpable 13 ans après. Mm. Comment on en redescend un peu de ces émotions, là, d'être au sommet un peu de sa gloire, de ses émotions? Il faut quand même redescendre sur on va dire, le côté un peu terre à terre, quoi. Mm, mm. Parce que la vie, elle continue. On n'est pas toujours sur un ring. Donc, après avoir vécu ça, comment tu as fait pour relativiser, quoi? Alors, c'est bien cette question parce que du coup, ça fait tout de suite descendre l'émotion. Je vois Ça ça. calme. Bah, en fait, c'est que après, il faut payer son loyer. Après, il faut se questionner sur, bah tiens, j'ai un enfant, mais mince, j'habite dans un studio. Ah oui, je pratique une discipline. Bah, quand tu reçois ton chèque, tu te rends compte qu'il va falloir trouver des idées pour, pour pouvoir prétendre ne serait-ce à être dans les bonnes conditions pour exercer ton rôle de père et de continuer aussi à te former, parce que je voulais continuer à me former. Et ça m'a mis en phase avec une réalité, mais comme je le dis, hein, je me réinvente vite. Je pense que ma force a été de me réinventer. Et je me suis tout de suite mis, après, au départ, dans l'entrepreneuriat social. Parce qu'au départ, j'étais très, très persuadé qu'on était là, qu'on travaillait dans le social, dans l'associatif, qu'on était là pour les personnes. Après, j'ai vu que c'était un peu différent. Il y avait des notions financières, voire politiques, et je voulais m'affranchir de ça, Voire carriériste. voire carriériste. Et je me suis dit, quitte à faire les choses, de sorte à en vivre, je vais garder mon socle qui est les valeurs de la boxe française et je vais entreprendre autour. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas du tout dans mon éducation, parce que moi, j'étais éduqué dans l'argent, ça fait pas le bonheur, on doit être là pour les autres, et je me suis rendu compte que les gens qui étaient là, soi-disant pour les autres, n'étaient pas forcément pour eux. Et donc, du coup, il a fallu se réinventer, et quand j'ai dû me rendre compte qu'il fallait payer son loyer et trouver des moyens de créer de la valeur en gardant sa valeur, bah là, ça m'a redescendu sur Terre parce que là, j'ai découvert l'humain au-delà de mon utopie. J'ai découvert aussi, bah, quand tu vas dans une banque, la personne, elle te voit en tant que sportif. Et toi, tu dis, non, mais je suis aussi père de famille. Je suis... Ah non, mais lui, t'es sportif, quoi. Et donc, du coup, essayer de se décloisonner et sans forcément se vexer et se dire, bah ouais, parce que je suis noir, parce que je suis ci, tout ça. Non, t'es un Français avec tes particularités et avec tes défis, tout comme celui qui habite dans le Nord, en Picardie ou je sais pas où, a ses défis. Et donc, du coup, ça a été les miens. Et ça m'a redescendu sur Terre. Et ça a été le plus grand des services. Ok. Alors bon, ça va peut-être se chevaucher un peu les réponses, mais parce qu'on peut y percevoir déjà des éléments de réponse. Parce que souvent, en fait, des fois, la joie ou la déception, c'est deux sentiments qu'on a l'impression d'être diamétralement opposés. Mhm. Mais en fait, pour moi, les sentiments, c'est pas une ligne, c'est un cercle. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on peut très vite basculer de l'amour à la haine, Mhm. donc de la joie à la déception. Donc du coup, mais bon, sait-on jamais, est-ce que tu arrives à te remémorer, c'est quoi ta plus grosse déception par rapport à ta pratique sportive? Ça peut être une Mhm. déception personnelle, mais ça peut être aussi une déception vis-à-vis des autres, ça peut, je sais pas, quelque chose que le sport ne t'aurait pas apporté à ce moment-là, quoi. Honnêtement, il y en a eu. À chaque fois, mes déceptions, ça se transformait. Après, c'est peut-être ma. Oui, bah, c'est justement, comme après, la question c'est comment as-tu géré Mhm. cette déception? On peut enchaîner avec les deux. Mais c'est d'arriver en équipe de France, de voir les champions que tu voyais derrière l'écran, leur parler d'ambition, de dire mais purée, vous savez qu'on pratique une discipline de folie et que on représente la nation. Ce sport, il a une valeur et qu'on te dit mais attends, mais arrête de rêver. Non, mais tu t'es pris pour qui? T'as cru quoi? Ouais, toi, tu t'attelais vraiment un rôle d'ambassadeur en tant Alors, que membre de l'équipe de France de boxe française. tous les membres d'équipe de France, pour moi, devaient avoir un impact pendant leur carrière pour inspirer d'autres personnes à mener leur carrière dans leur vie, en fait. Mhm. Et il y avait une grande valeur, même si ce n'était pas pécunier. En fait, ce qui ramène de l'argent, c'est une idée. Et c'est aussi un symbole. Tu es en bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et quand je voyais que même au plus haut niveau, les gens ne rêvaient pas,
ou des fois étaient cantonnés à se dire je vais avoir mon statut d'athlète de haut niveau pour pouvoir pour avoir tel métier ou tel métier, et qui cassaient aussi des fois tes rêves, et que tu voyais le gars qui avait le même titre que toi, mais 10 ans après, te dire mais attends, mais arrête de rêver. Ça a été ça a été mon premier choc. Mm. Et après, quand je suis rentré un peu dans des rouages un peu fédéraux, j'avais pas compris au départ. Donc au départ, j'étais en conflit jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu veux que les choses bougent, fonctionne, crée un fonctionnement qui soit le tien. Mais ça a été une grosse claque. Oui, et puis ça t'a même, enfin, ça t'a valu quand même des, des déboires au niveau fédéraux, quoi. Oui, oui, ça m'a, oui, Parce oui, que, parce oui. que voilà, tu n'as pas été au départ mis à la place que tu méritais, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'estimais que chacun des individus qui étaient en équipe de France était une singularité qu'il fallait pousser à exceller au-delà du sport. Et que c'était le rôle, pour moi, c'était le rôle fédéral. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était le rôle de l'individu et qu'il y avait quelque chose qui était ancré. En plus de l'humilité à la française, vous voyez dans les sports, le français se déchire. Je me rappelle encore d'une chose qui m'a déçu, mais qui m'a réveillé. C'est une fois, on était en Suisse, combat de Le Banner. J'étais là, en fait, pour un magazine. Et le gars, en fait, il concevait pas le fait de payer normalement un Français, parce qu'un Français, c'est celui qui combat pour la gloire et pas qui combat pour être, et qui peut être payé de manière respectable. Donc, du coup, ça a été ma première déception et qui s'est transformée en fait en opportunité. Donc on est bien d'accord, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas Jérôme qui t'a dit ça, c'était le promoteur local qui t'avait dit ça, quoi. Oui, c'était le promoteur Ouais. local. Oui, oui, Non, oui. parce que comme dans la phrase, t'as enchaîné Jérôme, c'est pour ça, quoi. Ah non, 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 Jérôme, lui, je pense que c'est juste respect pour sa carrière, donc no comment. parfait. Ok. Bah, tu as commencé à aborder un peu dans tes réponses, on va un peu peaufiner. Alors, tu es un peu l'exception, parce que on n'a pas dit ton âge, mais toi, tu vois pas la fin de ta carrière pour l'instant. Non, 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 non. Même s'il y a eu une énorme pause Mhm. dans ta carrière, tu as recombattu il y a 2 ans, 3 ans, C'est ça. et tu as repris un titre de champion de France en un seul combat. Là, tu as encore des envies, ça se sent, mais parallèlement à ça, on peut quand même dire que tu as déjà anticipé le après. Ah oui, oui. Et ce qui est un peu le drame de beaucoup de sportifs de haut niveau, et je sais que justement l'INSEP travaille là-dessus, pour apprendre aux sportifs que, attention, il y a une carrière après à gérer, sinon vous allez être dans la désillusion et peut-être même dans la panique financière. Mhm. Donc toi, comment tu as entamé ce après, même s'il est chronologiquement pas toujours entamé, quoi. En fait, le sport, en fait, la boxe française, et ce que j'en ai fait en tout cas, hein, parce que des fois je dis on et tout ça, mais c'est une fausse humilité. Il faut arrêter déjà la fausse humilité. Mais ce que j'en ai fait, comment je l'ai utilisé, c'était de développer une capacité à être dans le futur dès maintenant. C'est-à-dire que dès maintenant, dès que j'ai décidé que j'allais être champion du monde, je me voyais avec le bras levé. Donc là, pour moi, le futur, c'est dès maintenant que ça se prépare avec des habitudes et des entraînements. Alors m'entraîner maintenant, c'est quoi? Il y a la partie entraînement, mais comme quelqu'un qui s'approche de la quarantaine. Parce que là, c'est plus pour l'ego et pour les titres. Je pense vraiment qu'on serait un pays en meilleure santé sans pratiquer les valeurs du sport, mais sans forcément être sportif. Et au-delà de ça, je m'entraîne en me formant dans des disciplines qui peuvent être la compta, des choses que je fuyais avant. Ça peut être ne serait-ce que l'organisation, parce que ça, c'est un vrai sujet quand tu es sportif et que tu as l'habitude qu'on te fasse les choses, ou quand tu as eu des parents exceptionnels. Moi, j'ai eu une mère exceptionnelle, même si elle m'a appris l'autonomie très tôt, mais des fois, voilà, ça reste. Eh ben, l'organisation, savoir s'entourer, donc de se former dès maintenant pour être prêt et capitaliser sur une vision que moi, en tout cas, j'ai une vision du monde qui est vraiment d'accompagner les gens à passer de l'idée au projet en utilisant les valeurs du sport et d'accompagner les décideurs et ceux qui ont des responsabilités à aller au-delà du résultat mais à créer de l'impact. Donc du coup, je suis en train de préparer l'après dès maintenant en maintenant mon rythme qui, moi, me permet d'être quelqu'un d'inspirant pour mes enfants. Ça a été l'un des plus beaux cadeaux, ça a été de voir mes enfants autour du ring, mais surtout de me voir me préparer. Et ça, je me prépare dès maintenant à ce qu'il y a dans le futur en m'entraînant et en me formant et en m'entourant aussi des meilleurs et en acceptant aussi les gens tels qu'ils sont parce que j'oublie pas aussi d'où je viens. Des fois, il y en a qui me disent mais bon, t'as un peu oublié d'où tu viens. Oui, des fois, j'oublie d'où je viens parce qu'il n'y a pas que des bons souvenirs ou des choses à garder. Mais par contre, j'oublie pas d'où je viens en termes de chemin
et en termes de respect que j'ai accordé à quelqu'un qui est resté au même stade, je le respecte pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Voilà. Ok. Alors, si on résume, hein, Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, issu de l'immigration, d'origine ghanéenne, mais qui se sent foncièrement français et qui a envie de représenter la France par l'une de ses disciplines phares et qui est vraiment endémique, parce que même si la boxe française est pratiquée dans le monde entier, c'est quand même la discipline issue de la France, avec des difficultés familiales, mais qui devait être un moteur et non un frein. C'est quoi ton conseil? Essaye de personnaliser le conseil que tu donnerais, voilà, parce que ton parcours est entre guillemets exemplaire et entre guillemets ordinaire. Mm. C'est-à-dire que c'est ce que tu as bien énoncé, c'est des gens qui ont vécu tes difficultés, il y en a une pléiade dans le monde. Donc toi, c'est quoi ton conseil? Hum, Faites en sorte que les choses extraordinaires et euh, vraiment que les rêves soient des choses normales pour vous en fait. La norme, c'est de voir loin, c'est de voir grand en fait. L'humain, il se questionne autour de choses qui sont grandes. Il faut que ce soit ta norme, sortir des cases parce que tu as ta propre case à créer et pas une case dans laquelle te renfermer. Je pense que c'est une chose. Et après, le terme de conseil, c'est quand on m'en demande un que je peux en donner. Et, mais c'est de poser, je pourrais poser peut-être une question. Est-ce que, à l'heure actuelle, toi qui me regardes, t'estimes que tu vis et tu vises la vie que tu mérites? Est-ce que tu estimes que tu vises et que tu vis la vie que tu aimerais inspirer à ceux que tu aimes? À partir de là, en fait, le premier effort, c'est de le faire sur soi, de se libérer, alors que ce soit des décès, c'est une épreuve, hein, se libérer des deuils, des décès, des échecs, et ainsi de suite, et de transformer ça en opportunité, de rester flexible et agile, mais cantonné à ce que tu mérites de vivre, et que ce soit ta norme de voir grand, ben, c'est ce que je conseille, ce que je suggère ou préconise, parce que c'est le plus grand des cadeaux qu'on puisse faire en fait à cette planète, parce qu'on n'est que de passage. Voilà. Parfait. Et je pense que cette interrogation-là, beaucoup de gens se sont posés ces 2 derniers mois, avec la pandémie, avec le fait qu'on soit à la maison, etc. Qu'on ait le temps de réfléchir en fait aussi, qu'on ait le temps de se poser des questions. Et je pense que la question que tu viens de poser, beaucoup de gens se la posent. Et j'espère que tout ce que tu as pu livrer de façon intime sur toi les aideront dans leur cheminement personnel. Ben, je voulais juste rajouter une chose. Je t'en prie. La perfection, en fait, elle n'est pas à l'humain. C'est-à-dire que alors là, moi, ici, je revendique la parfaite, euh, l'imperfection excellente. C'est-à-dire l'excellence, c'est se renouveler, de faire du mieux qu'on peut, mais dans sa totale imperfection. En fait, il faut assumer hein, ses défauts et puis pas de se transformer en mytho. Non, 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 non. Là, la personne qui est en face de vous qui vous parle, ouh, il y a des cornes, il y a les auréoles de temps en temps, enfin, il y a tout ce qui... Et on avance. Donc, se déculpabiliser, se dire qu'en fait, les personnes qui parlent de leurs résultats, cantonnez-vous d'abord à regarder leur processus, les étapes par lesquelles ils sont passés, de savourer ce process, et en sachant que le mieux ramène du plus, mais le plus ne ramène pas forcément du mieux. C'est pas une quête à, à posséder des titres ou quoi. C'est pas du tout ça en fait. C'est un chemin à vivre et à savourer qui peut s'arrêter n'importe quand. Et si, avant que ça s'arrête, il y a des titres, tant mieux. Mais si ça s'arrête sans qu'il y ait des titres, tant mieux aussi, parce que tu as avancé dans la destination que tu as choisie. Donc, pas de perfection, de faux semblants et de blabla. En tout cas, pas de ma part. Parfait. C'était le revers de la médaille avec Enoch Effa. Merci, Enoch. Merci, Gismon. Merci pour ce concept.